Cette vidéo, elle est pour ceux et celles qui vont se présenter aux élections 2027. Je sais que vous présentez vos programmes à peu près un an avant, sur les marchés notamment, donc en 2026, donc vous êtes obligatoirement à l'œuvre en ce moment même. Je souhaite vous faire un exposé de la vision que j'ai de la France vue d'en bas, vu que je fais partie de cette catégorie. Ceux qui me connaissent le savent déjà, mais je souhaite rappeler que je ne soutiens aucun parti politique. La seule politique que je suis, c'est celle que le divin me dicte en faveur d'un mieux-être pour tous. Loin de moi l'idée de vous apprendre votre métier. Je souhaite néanmoins vous partager ma réflexion sur des thèmes que je considère essentiels pour le relèvement de notre France. Seront exposés dans cette vidéo les thèmes de l'insécurité, de la santé, du chômage, de l'éducation, et je pourrais écrire 3 tomes. Mais là, je suis obligée de rester en surface, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Thème numéro 1, l'insécurité. Parce que je n'en peux plus de voir des commerçants se faire braquer au fusil ou au couteau. Parce que je n'en peux plus de voir des vitrines fracassées. Parce que je n'en peux plus de voir des règlements de compte allant jusque dans les collèges avec des élèves qui se font égorger ou harceler. Parce que je n'en peux plus de voir des jeunes se filmer en train de balancer une voiture dans la Seine et rigoler, et préalablement voler. Parce que je n'en peux plus de voir des jeunes se filmer en train d'abuser d'une jeune fille. Parce que je n'en peux plus d'entendre que dans un parc où se baladent des familles, un débile a attaqué quelqu'un au couteau. Parce que je n'en peux plus que des enfants ou des joggeuses se fassent enlever ou disparaissent. Parce que je n'en peux plus de voir les forces de l'ordre qui frappent des manifestants pacifistes, notamment des étudiants. Parce que je n'en peux plus des mauvaises nouvelles, tout simplement. Je ne regarde plus les infos pour cette raison, mais elles sont vite relayées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des réseaux sociaux, et notamment tout ce qu'on accepte de voir sur TikTok. Des vitrines pour OnlyFans et compagnie. Des scènes, j'ai vu ce matin. Quelqu'un qui partage une scène où c'est flouté, où on entend très clairement des gens avoir un débat sexuel. Des comptes où on vend des bébés, où on peut adopter des bébés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'en peux plus donc des mauvaises nouvelles, je viens de le dire, parce que je n'en peux plus de cette montée en puissance de la violence, de ce sentiment d'insécurité et de ce maintien dans la peur. J'ai constaté qu'il y a un problème à la source et un problème à l'issue. Tout ce que je vais dire là, je le tire aussi de mes expériences... Pardon, j'ai eu un appel. Donc de mes expériences personnelles, de ce que je peux voir et de moi de ce que j'ai pu vivre. Nous avons tous constaté qu'il y a de plus en plus de délinquance et qui touche notamment les jeunes. Je fais partie de la génération qui a marché à la fessée quand j'allais trop loin. Je ne suis pas traumatisée, mais surtout aujourd'hui, je respecte les règles basiques du comment bien vivre en société. Donc je ne suis pas certaine que le fait d'avoir enlevé les fessées soit vraiment un sujet primordial. Je vis en appartement. J'ai pu constater combien les enfants, même parfois très jeunes, sont livrés à eux-mêmes. Parents au boulot, enfants censés être surveillés par une tante ou une voisine. La perte de repères de certains ne me surprend pas. Et ces fameux parents perdent le contrôle sur leurs enfants lorsqu'ils grandissent et ils deviennent adolescents. Tout le monde est déjà tombé sur l'émission Le Grand Frère. Eh bien, je pense qu'il faut s'en inspirer. Comment? Eh bien, par la création de nouveaux métiers. En bénéfice supplémentaire, cela réduirait le chômage. Création de postes, donc favorisant l'aide aux parents n'ayant plus d'autorité sur leurs enfants, avec un parcours obligatoire dès la première condamnation ou constatation de délinquance. Ces personnes seraient comme des éducateurs spécialisés mais à domicile. Le but ne serait pas de sanctionner, mais d'accompagner avec recherche de la défaillance à la racine. Et je trouve que c'est ce qu'on ne fait pas suffisamment dans notre pays, de chercher la défaillance à la racine. Suivi et soutien psychologique, trouver du sens à sa vie. Un emploi, une formation, une reconversion. Tous les acteurs sociaux seraient en jeu et tout ceci favoriserait la création d'emplois. Ce que j'appelle le problème à l'issue.
Une justice plus stricte, que ce soit pour les mineurs comme pour les majeurs. Les prisons sont saturées, et là je sais de quoi je parle. Ils sont jusqu'à 3 par cellule. Pas ou peu de personnel, ce sont les détenus eux-mêmes, ceux qui se comportent le mieux, qui distribuent les repas aux autres, et autres faveurs au passage. Pourquoi ne crée-t-on pas de nouvelles prisons? Alors vous allez me dire, ça coûte cher, moyens financiers. Et moi j'ai envie de te répondre, on a les moyens pour ce qu'on veut bien. Pourquoi ne crée-t-on pas plus d'emplois de surveillants pénitentiaires pour s'assurer qu'un passage en prison, ce n'est pas le Club Med? Téléphone, PlayStation pour certains, pour les mieux lotis, sorties dans des parcs comme ça a fait le buzz l'année dernière, piscine même dans les cellules, comme ça a fait le buzz aussi sur les réseaux. La prison, c'est le gîte et le couvert, avec tous les avantages pour les plus aisés financièrement, y compris drogue et alcool. Quand on sort de la prison, on devrait normalement se dire « mais plus jamais j'y retourne ». Je sais de quoi je parle, je connais quelqu'un qui en est à sa 3e détention. Donc je sais exactement comment ça se passe. Une fois sortis, certains ou certaines ont perdu leur job, leur appart, leur maison. Ils ou elles sont livrés à eux-mêmes. Il n'existe pas de véritable suivi d'insertion ou de suivi psychologique. Je parle d'un réel suivi permettant de s'assurer que la leçon est comprise et se sentir accompagné et non abandonné. Vous allez me dire, pour les plus fermés d'esprit, s'ils ont fait de la prison, c'est que ce sont des mauvaises personnes, ce ne sont pas de bonnes personnes. Alors pourquoi s'en soucier? Eh bien, parfois, c'est lié à une addiction ou autre problème de défaillance familiale, etc. Ce sont des personnes qui peuvent potentiellement avoir besoin d'aide. Alors, d'autres vont me dire, mais ce que tu dis là, ça existe déjà. Oui, alors ce qui existe déjà, c'est un rendez-vous par mois où on va te demander où tu en es. Tu réponds que tout va bien, que tu n'as plus d'addiction, tu signes un papier, merci, au revoir, et je vous dis au mois prochain. Pas d'obligation de prise de sang, etc., etc., etc. Donc, mettre en place de réelles obligations de soins et ou proposer des cures de désintoxication en tout genre. Pour information, pour pallier au manque des addictions des détenus, ils sont sous médicaments. Mais médicaments qui créent une nouvelle addiction. Donc, comment font-ils quand ils sortent? On va me dire, il n'y a pas suffisamment de cures ou de centres de désintoxication et qui sont probablement destinés à d'autres personnes. Eh bien, pourquoi ne pas créer de nouveaux centres pour ces personnes-là avec un véritable suivi pour la réinsertion? Évidemment, ceci est à trier sur le volet, pas de pitié pour les peines lourdes, pour des choses inacceptables, nous sommes bien d'accord. La santé. Cela va faire 3 ans que j'ai déménagé et la CPM me demande de choisir un médecin traitant. Alors j'aimerais bien. Le médecin que j'avais est parti à la retraite, j'habite une ville différente, donc je ne suis pas prioritaire. Et je ne suis pas reprise par sa remplaçante non plus. Dans ma nouvelle ville, les médecins sont tous saturés, ne prennent plus aucun nouveau patient. Le monde de la santé s'essouffle et s'effondre petit à petit. Les raisons sont diverses, telles que manque de personnel, manque de moyens, je pense aux hôpitaux, je pense aux médecins, aux infirmières, aux infirmiers. Est-ce que tu t'es rendu aux urgences récemment? Est-ce que tu as eu besoin d'aller aux urgences récemment? 2, 3, 4, 5 heures d'attente, c'est plus possible. Une autre raison me saute aux yeux, c'est le nombre d'années d'études pour faire médecine, entre 10 et 12 ans minimum. Dans une société où tout s'accélère, où tout doit aller vite, plus personne ne veut faire médecine. Le cursus est trop long. Je ne suis pas du métier, mais comme toute maman, mes années d'expérience me permettent de savoir quand ma fille a une angine blanche nécessitant des antibiotiques. Je ne dis pas que je pourrais faire médecin, mais on peut acquérir rapidement les bases. Donc, la question qui me semble urgente à travailler, c'est serait-il envisageable de réduire le cursus de base pour faire médecine, avec évidemment des années supplémentaires pour les spécificités. Mais il me semble, les médecins qui me regardent peut-être, dites-moi, confirmez-moi ou non, est-ce que vraiment 10 à 12 ans sont nécessaires?
Ce sont des questions que je soulève, hein. Je n'ai pas potentiellement les réponses. Le chômage. Offuscation collective. Il y a de plus en plus de feignants, de profiteurs. Eh bien, c'est faux. Il y a de plus en plus de personnes qui refusent de bosser 40 heures par semaine parce que les 35 heures sont loin derrière nous maintenant, hein, et qui prennent conscience, oui, ils sont loin derrière nous parce que ça suffit plus, donc on fait des heures sup. Qui prennent conscience que la vie, ce n'est pas que travailler, et encore moins travailler pour ne rien gagner. Combien sont dans le cas de figure aujourd'hui où toutes les factures payées, il ne reste plus rien, et encore pour ceux qui réussissent à payer toutes les factures. Les emplois sont loin de nos domiciles, payés au SMIC pour les 3/4. T'as juste à aller faire un tour sur France Travail et tu t'en rends vite compte. Le carburant est devenu un gouffre financier, des voitures vieillissantes ne pouvant pas être remplacées pour les plus démunis. Tout ça fait que on renonce à l'emploi, on renonce à aller travailler. Les personnes qui se retrouvent au chômage ou au RSA, une fois les factures payées, doivent choisir entre remplir un frigo ou un réservoir de carburant. Elle est là, la réalité d'en bas. Alors, la solution des conseilleurs, et moi j'en ai eu, parce que j'ai été moi-même suivie, pourquoi vous ne déménagez pas? Déménager? Ok. Pour avoir un logement aujourd'hui, il faut au minimum un CDI. Il faut gagner 3 ou 4 fois le montant du loyer. Et encore, ça c'est quand tu es en couple, mais quand tu es seul, c'est encore un parcours du combattant encore plus compliqué. Et comment on le paye, le déménagement? C'est le chat qui se mord la queue, il n'y a pas de solution. En fait, ceux qui sont tout en bas et qui veulent... J'ai dû moi-même refuser des emplois parce que je n'avais pas les moyens financiers de mettre du gasoil dans ma voiture. Et je pense que ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne peut l'imaginer. Une solution serait donc de créer des services d'accompagnement de retour à l'emploi avec soutien à la mobilité. Alors une fois de plus, on va me dire oui, ça existe déjà, mais quand j'ai été confrontée à ce problème, je me suis renseignée. Ce qui existe déjà, c'est un système de location de voitures à des prix quand même assez onéreux pour des personnes qui débutent et qui n'ont pas encore eu leur premier salaire, avec obligation d'achat. Mais moi, je veux juste une voiture pour que tu me dépannes, je ne veux pas l'acheter cette voiture. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Et enfin, une aide pour le logement, pour accompagner les premières démarches par rapport à une reprise d'emploi, une réinsertion. Les offices de logements sociaux, par exemple, seraient en lien direct avec des associations ou des organisations proposant cette aide. Je ne parle pas d'un système de dons, je ne parle pas d'un soutien financier, parce qu'on va me dire, allez, il y a encore de l'argent qui sort par les fenêtres, payé sur le dos du contribuable. Non, je parle d'un prêt en accompagnement. Ça pourrait être un accompagnement, je ne sais pas, de 3 à 6 mois, pour que la personne puisse commencer à avoir ses premiers salaires et un espèce de fonds de roulement. Et le remboursement serait échelonné sur plusieurs mois. Je parle de création de moyens qui prennent en compte l'intégralité du problème. On associe trop souvent, et ça vient surtout de la bouche des personnes qui ont une situation convenable, qui se permettent de juger sans savoir. Pas d'emploi égale profiteur de prestations sociales et feignant. J'ai été moi-même personnellement confrontée à ces situations et j'ai dû renoncer à des emplois pour les raisons citées précédemment. Déménagement pas possible, impossibilité de mettre du carburant dans mon véhicule, voiture vieillissante ne me permettant pas d'accepter un emploi à 60 km de chez moi, horaire par rapport aux enfants, il y a ça aussi à prendre en compte. Ensuite, l'éducation. Alors, ici, c'est juste, je mets le doigt sur certaines choses, d'accord? Je reste en surface, parce qu'il y a des milliards de points à aborder. Apprendre à des gamins de maternelle. Alors ça, c'est le sujet, mais qui m'irrisse le poil, le pire, c'est le pire. Ce qu'est l'intimité dans un souci de prévention. Je peux éventuellement l'entendre, même si je suis complètement contre. En revanche, inculquer que la nudité c'est fun, et on commence à le voir dans des bouquins pour enfants, et on commence à le voir avec des personnes qui nous relatent les textes que doivent étudier les enfants.
J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Ça peut pas exister dans notre réalité aujourd'hui. J'ai pas de mots. Expliquer ce que c'est que la masturbation. Expliquer les détails de la sexualité à des enfants qui sont en primaire. Expliquer que si on masturbe un garçon, il y a un liquide qui sort et blablabli et blablabla. Dans les moindres détails. Moi, je suis désolée, je peux pas. Avec ce sujet, je peux pas. Expliquer que tu pourras changer de sexe quand tu seras plus grand, etc., etc. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Comment on a fait, nous? Comment on a fait, nous? Soit on a appris tout seul, d'accord? Quand on était en âge de comprendre, et quand, voilà, il y a un âge où on commence à s'y intéresser, voilà, ça te gratouille, et ben voilà. D'accord? Il y a les copains, les copines. On a appris tout seul. On s'en est sorti parfaitement bien. Après, il y a des familles qui sont plus ouvertes au niveau des discussions, parce que ça reste un sujet tabou, on ne va pas se mentir. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi en discuter avec leurs parents, etc. Mais en aucun cas, une école doit intervenir dans ce domaine. En aucun cas. En aucun cas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, renseignez-vous. Il y a tout un système là qui est prévu, qui va de la maternelle, qui passe par les écoles primaires et les collèges. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on nous dit que c'est pour de la prévention, mais non, mais non. C'est malsain. C'est malsain, extrêmement malsain. Ça n'a rien à foutre là. Au lieu de tout ça, ne pourrait-on pas apprendre à nos gamins c'est quoi le bonheur? C'est quoi la spiritualité? C'est quoi l'amour? Comment me diriger vers un métier que j'aime et non un métier choisi par mon gouvernement pour cause de pénurie de main-d'œuvre, ou comment ça s'appelle, je ne sais plus, mais dans les collèges ou non, principalement dans les lycées, les conseillers d'orientation. Moi, j'ai eu une conseillère d'orientation qui voulait m'orienter vers les métiers de demain qui sont en pénurie. Mais c'est pas ça, moi, que je veux faire. On pourrait aussi leur apprendre comment repérer rapidement le harcèlement. Comment ne pas avoir peur, comment ne pas me comparer aux copains, aux copines, comment ne pas me sentir rejetée, comment me sentir légitime, bien dans ma peau, comment être bien dans ma peau à un âge où mon corps et les hormones changent, comment être moi-même sans craindre le jugement. L'histoire de l'uniforme, ça servira strictement à rien. Ça, c'est juste pour mettre de la poudre aux yeux. C'est complètement stupide. Même chose ici, il y a plein d'emplois à créer. Les collèges, les lycées n'ont pas le temps de s'occuper du harcèlement. Le harcèlement ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une constatation, il devrait y avoir des personnes dédiées à ça, pour intervenir immédiatement. 1, 2, 3 personnes dédiées à ces sujets dans chaque collège et lycée. Donc là, tu vas me dire, mais Didi, il y a des surveillants pour ça. Ma fille me raconte des choses de ce qui se passe au collège. Ça se frappe, parfois ça se frappe. Les surveillants ne sont pas toujours là. Donc les surveillants, non, ne voient pas tout. Enfin, oui, il y a un sujet aussi. Je ne vais pas parler ici des taxes et des surtaxes qui font fermer les portes des petits entrepreneurs, qui ne permettent plus aux familles de vivre décemment, de se payer des vacances ou même de simples loisirs. Par exemple, aujourd'hui, offrir un sport à son enfant, c'est devenu un luxe. Donc les enfants prennent du poids, les enfants sont sur leur tablette, sur leur téléphone, sur les réseaux, et ça devient du grand n'importe quoi. Pourquoi? Faute de moyens. Le carburant, le gaz, l'électricité, même l'eau. L'eau de pluie. L'eau de pluie. Personne ne dit rien. L'eau de pluie, l'eau qui vient de là-haut. Depuis quand on ne peut pas récupérer l'eau de pluie? Ce que la nature nous donne. Ça appartient à l'État? L'eau de pluie, elle appartient à l'État? Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Et personne ne dit rien. Personne n'est offusqué, personne n'est choqué. Allez. Mais l'eau du ciel, elle appartient à personne. Personne. Donc ça, c'est une monstruosité, une débilité, c'est aller chercher des problèmes où il n'y en a pas, où on parle de nappe phréatique, de machin, de trucs, mais c'est des fausses excuses, c'est n'importe quoi. J'ai entendu aussi ce matin de plus en plus de personnes vivent en van ou en camion aménagé. Bah oui, parce qu'on ne peut plus se permettre de payer de loyer, on ne peut plus se permettre.
on n'y arrive plus, on s'en sort plus. Et même ça va être taxé. En fait, on va chercher des taxes partout où on peut. Et donc là, hein, ce qui tourne en ce moment, qui est très récent, c'est qu'on va devoir encore plus se serrer la ceinture, on va devoir faire encore plus d'efforts, on va devoir être encore plus taxé. Donc, pas besoin d'avoir fait l'ENA, hein, des solutions existent avec un petit peu de bon sens. Mais faut-il encore accepter d'aller voir ce qui se passe dans le monde d'en bas, à la racine? Y a-t-il encore quelqu'un dans ce gouvernement qui n'a pas le cerveau embrumé, quelqu'un qui voit clair? Parce que pendant que certains ou certaines meurent de faim, pleurent pour savoir comment ils vont remplir leur frigo pour nourrir leurs enfants, ne peuvent pas mettre leurs enfants à la cantine, pendant qu'on détruit, pendant on fait de la destruction alimentaire pour les invendus, ça c'est une aberration, et ça devrait même pas exister. Qui a inventé cette loi? Qui a dit à partir de maintenant vous me détruisez tout? Il y a des gens qui meurent de faim, vous détruisez les invendus. On marche sur la tête, on marche sur la tête. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui s'augmentent leur salaire, ceux qui sont tout en haut, hein. Et puis là, j'ai entendu récemment qui ont augmenté leurs frais de déplacement avec montant libre. Augmentation des frais de déplacement avec montant libre, pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Je ne parle pas du salaire, je parle des frais de déplacement. Les restaurants, les hôtels. Juste, quand je suis passée dans les entreprises, les frais de déplacement, il y avait déjà comment on dit, des fausses factures. Voilà. On invite la copine, mais on dit que on a invité le prestataire ou le sous-traitant. Voilà. Donc, ça existe à petite échelle au niveau des entreprises. Donc, je t'explique même pas comment c'est là-haut. Bref, ce monde n'a plus aucun sens. La France n'a plus aucun sens. Il est temps de prendre de véritables actions en relevant les problèmes à la source ou à leur source. 22-11 quand je termine. Peut-être que cette vidéo ne sera pas du tout vue par les personnes qui vont se présenter aux élections présidentielles de 2027, mais j'avais besoin de vider mon sac parce que j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Tous les jours je me retiens, j'ai même plus envie de pleurer, j'ai envie de hurler. J'ai envie de hurler et de secouer tout le monde et de dire mais oh, faut faire quelque chose, ils sont en train de nous éteindre, ils sont en train de nous étouffer moralement, financièrement. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vivent correctement, décemment. Mais je sais que la pauvreté est en train d'émerger de plus en plus et on ne peut pas continuer en ce sens. La France, elle est en train de se couper en deux, très clairement. Les très riches, il faut que je me taise parce que j'ai les très riches qui sont en train de devenir encore plus riches, ils sont en train de prendre, s'il n'y a même plus de classe moyenne, les classes moyennes vont devenir pauvres aussi. Voilà. Donc le monde va être scindé en deux. Des très très riches et des très très pauvres. Il n'y aura plus de classe moyenne. Donc même si elle ne parvient pas cette vidéo à des personnes qui pourraient éventuellement faire changer, pas le monde mais au moins la France, j'espère qu'elle peut peut-être faire prendre conscience que la situation est très 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 critique. Voilà. Donc tu comprendras qu'aujourd'hui j'ai pas envie de faire de tirage de cartes parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Je t'embrasse tout de même et puis à bientôt.